Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans cette petite vidéo pour présenter un album, America 250, le tome 1, Né dans le sang. Un album qui est paru chez Point Nemo en avril 2026 et qui a été coécrit par Romuald Siora et Bastien Bertine. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Bastien Bertine, le dessinateur de cet album. Bonjour Bastien. Bonjour Olivier, Alors ça va toujours bien? ça va toujours bien et toi? Ouais, on dit ça parce qu'on a fait 3 fois la prise. Alors on est là ici au Palais, à Nancy, pour parler de cet album, America 250. Alors juste avant, Bastien, pour te représenter, tu es illustrateur, dessinateur de bande dessinée, chroniqueur dans une, revue de cinéma, la Septième Obsession et puis, récemment aussi, compositeur de musique. J'ai oublié quelque chose? Je pense que c'est déjà bien complet, oui. C'est déjà bien complet, et même si je suis sûr que tu as d'autres projets dans la tête. Alors on va venir à America 250. Qu'est-ce que ça raconte, cet album? Alors America 250 sera un diptyque dont le premier tome est sorti. On retrace toute l'histoire des États-Unis en suivant 4 personnages fort sympathiques Oui, qui nous font voyager dans le temps, dans l'histoire des États-Unis. Donc on a James, qui est un professeur d'université afro-américain, très intelligent, très pragmatique, qui n'hésite pas à dire les choses, mais qui n'est pas dans l'idéologie, qui est un scientifique. On a Oliver, qui est un ancien expert comptable et un chauffeur de taxi, qui n'hésite pas à titiller un petit peu notre ami James et les autres personnages pour relever un peu ce qu'on ne dit pas forcément, etc. Et qui a une mentalité aussi très pragmatique. On a Ayana, qui est une oui. jeune femme, une avocate d'origine navajo, et qui a à cœur la défense des Indiens et des minorités. Et on a Valentina, qui est une serveuse d'origine hondurienne et qui elle aussi apporte sa contribution au débat autour des États-Unis. Et donc, ces personnages nous font visiter l'histoire des États-Unis de moins 15 000 avant Jésus-Christ, quand les premiers hommes Oui, sont arrivés sur le territoire américain en passant par le détroit de Bering, et puis jusque nos jours. jusque nos jours. Et on voit, c'est vrai que c'est un album qui détaille pas mal de choses parce qu'on passe par beaucoup d'étapes de cette histoire de l'Amérique. C'est très détaillé. Alors déjà, ces personnages-là, pourquoi les avoir choisis? C'est représentatif de l'Amérique, les 4 personnages que tu as présentés? Je pense qu'on en avait beaucoup parlé avec Romuald qui avait écrit les personnages avec beaucoup de talent. Et du coup, j'ai tâché de les camper de manière graphique le mieux qu'il puisse être. Mais effectivement, c'est 4 personnages différents, avec des caractères très différents, mais qui s'entendent très bien et qui représentent la diversité de l'Amérique contemporaine. Oui, c'est ça, hein, parce que comme tu le disais, ils sont tous différents et tous un peu. Et pour le coup, là, ils s'entendent plus ou moins bien. Donc c'est plutôt intéressant. Dans cette histoire, effectivement, on remonte à 15 000 avant Jésus-Christ, le passage du détroit de Bering. On arrive jusque à notre époque, même s'il y a quelque chose qu'on a, des petites étapes qu'on a un petit peu sautées, qui sont sans doute dans le tome 2. Mhm. Et on découvre pas mal de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Par exemple, moi, alors on va pas tout dire, mais j'ai appris que l'urbanisme de Washington avait été créé par un Français, Jean-Charles L'Enfant. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Toi-même, tu as découvert des choses sur quand tu as dessiné à l'album? Bien sûr, parce que Romuald, le scénariste, est quelqu'un d'extrêmement cultivé et vraiment un spécialiste de l'histoire des États-Unis. C'est quelqu'un qui est à la fois très limpide, qui a vraiment un talent pour vulgariser, qui est aussi quelqu'un de très précis, de très fiable. Donc oui, j'ai découvert énormément de choses en faisant cet album. Notamment, je parlais des premiers hommes qui sont arrivés sur le Oui. continent. Mm. L'histoire des États-Unis, c'était un truc qui m'intéressait, mais je n'avais pas accordé beaucoup de temps à ça. Et oui, j'ai découvert beaucoup de choses. Il est aussi question d'une colonie qui s'appelle Jamestown. Oui. Il est question d'un personnage très intéressant qui s'appelle William Penn. Et puis, il n'y a pas que des personnages masculins, il y a aussi les grandes femmes
contribué à l'histoire américaine. Donc oui, je découvre beaucoup de choses grâce à Romuald, c'est certain. Et ton lien avec l'Amérique, toi, parce que cet album-là, bon, qui parle de l'Amérique, c'est parce que tu as un attachement particulier sur ce pays-là, sur cet État-là? Bah, je pense que tous les pays, toutes les cultures sont fascinantes, et les États-Unis comme le reste. Mais oui, les États-Unis, c'est parfois un pays dont on a l'impression qu'on le connaît sans le connaître. Et puis, forcément, il y a le cinéma américain où il y a des Ah oui. grandes œuvres. Donc, Mm. il y a des choses assez fascinantes là-dessus. Et puis, il y a eu aussi des grands artistes américains qui m'ont beaucoup parlé. Hopper ou Edgar Allan Poe, Ah oui. voilà. Et certains de ces artistes-là entretiennent peut-être un rapport étroit avec la France. Par exemple, Poe a été traduit par Baudelaire, mais bon, ça c'est ce que m'inspire cette question. Mais oui, l'histoire des États-Unis, c'est un truc tout à fait fascinant. Aussi, il y a la musique. Il y a les westerns que je voyais quand j'étais gamin, et je regarde toujours des westerns. Donc il y a tout un imaginaire américain, tout un mythe. Et puis je pense qu'un des mérites de cette bande dessinée-là, c'est de parler de ces idéaux et de la réalité et de ce genre de choses aussi. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a des sauts dans le temps. Mhm. Hein, il y a des sports de flashback, un système voilà, de voyage dans le temps qui est proposé. Et il y a aussi des parallèles ou des personnages actuels qui interviennent. Ce schéma narratif, ça a été fait avec Romuald, ou c'est toi qui as proposé? Comment vous avez fait tous les deux pour travailler? Je pense qu'il y a des échanges, mais en général, c'est plutôt Romuald qui décide de la trame, et je lui fais tout à fait confiance là-dessus parce que il fait ça remarquablement bien. Il écrit très bien les dialogues aussi, mais très bien, il compte très bien les personnages. Il explique très bien ce qui se passe dans l'histoire américaine au moment où ça se passe, que ce soit avec William Penn, avec les sorcières de Salem, Oui. etc. Après, bien entendu, pour faire le livre le meilleur possible, j'apporte des idées, on discute de tout ça pour qu'à terme, les lecteurs aient le plus beau livre possible, bien sûr. La rencontre avec Romuald Siora, comment ça s'est passé? La rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'un éditeur avec qui on avait sympathisé, qui s'appelle François Bachelot. Et du coup, François, je lui avais montré par le passé des projets de bande dessinée qui l'avaient intéressé. Et François aimait bien mon style et m'avait proposé de dessiner America 250. On avait fait une réunion avec Romuald. Il s'avérait que le courant passait très bien. Du coup, on a lancé ce projet-là, quoi. Romuald Siora, tu peux nous en parler un peu plus? Alors, Romuald est franco-américain, Oui, il vit à New York. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de documentaires et de livres sur des thématiques américaines, sur l'histoire contemporaine américaine. C'est un spécialiste des États-Unis qu'on peut souvent voir à la télévision, par oui, exemple, sur diverses oui. chaînes. Il travaille avec l'université. Et c'est quelqu'un d'impressionnant par tout ce qu'il connaît déjà et tout ce qu'il fait aussi. C'est quelqu'un de très sympathique aussi, Oui. de très humain. Donc je suis très content de travailler avec Romuald. Euh, Et là, vous travaillez sur le tome 2 actuellement, ou Exactement, oui. il est On déjà bien y, avancé? il est déjà bien avancé, on y travaille. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le tome 2? Alors, je sais que hein, c'est pas un secret. Dans le tome 1, on n'a pas la guerre de sécession, par exemple. On y travaille, on y travaille. Il sera dans le tome 2? Oui, tout à fait. D'accord. C'est prévu pour quand, à peu près? Le tome 2, je crois qu'il est prévu pour sortir vers octobre. De cette année, octobre Oui, 2026? oui, oui, Ah, tout à très fait. bien. Ouais, ouais, super. J'imagine que ça prend pas mal de temps aussi pour créer ce genre d'album. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine parce que je pense qu'on obtient un très bon résultat. On va parler maintenant de ton activité, on va dire, de cette nouvelle corde que tu as à ton arc, celle de compositeur musical. Alors, tu sors un album là? Oui, je sors un album qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes à l'exception de Spotify, qui s'appelle Pop Fantôme. Pop Fantôme. Alors, raconte-nous comment tu arrives toi qui es plutôt dans le domaine graphique, dans le domaine visuel,
comment tu es arrivé dans cet univers, comment tu rentres dans cet univers musical? Alors l'univers musical, j'ai déjà posté quelque chose sur les réseaux. C'est pas le premier album, disons, autoproduit que j'ai sorti, ce sera le deuxième. J'ai toujours été intéressé par le fait de faire de la musique, mais souvent j'aime bien faire aboutir les choses et les projets. Et avant celui-ci, j'avais fait un album dont le concept était de faire un album avec des instruments que j'aurais entièrement construits, disons Oui. aucun instrument manufacturé qui vienne de l'industrie ou de la lutherie, et dont l'idée était de faire une sorte de blues français. L'album s'appelle 1955. Et c'est à la fois, j'avais choisi cette date parce que c'était la naissance du rock et en même temps de la voiture DS. Donc, Ah oui, dont certains se souviennent, il y avait l'idée un peu d'une sorte de truc alternatif, Oui. de blues un peu français, un peu Frenchy. Voilà, et donc tous les titres étaient des références à des pièces de voiture ou des choses comme ça. Et j'avais commencé par regarder, enfin je jouais déjà un peu de musique et par regarder des vidéos YouTube Oui. avec des gens qui font des diddley-bow, c'est-à-dire des guitares à une seule corde, ou alors des guitares cigar box, ou qui construisaient leur propre guitare avec des Oui. matériaux de récupération. Et ça me détendait de regarder ça, j'ai voulu essayer, et de fil en aiguille j'en ai créé plusieurs, et j'ai voulu en faire un truc. Oui. Donc en fait, je suis parvenu à créer des instruments, alors sur le tas on va dire, mais c'est des instruments très primitifs et assez inexacts et avec un son très brut. Mais j'ai voulu faire quelque chose avec ça, donc j'ai créé déjà tout cet album-là, 1955, avec ces instruments-là. Même les percussions étaient faites main, donc ça pouvait être les instruments que j'avais construits, des claquements de doigts de main, ou alors des trucs qui venaient de mon placard de ma cuisine. Voilà. D'accord. Et à cette époque-là, j'étais dans un studio, et l'espace que j'utilisais pour construire les instruments, c'était la table sur laquelle je mangeais, clairement. Donc c'était tout un bordel et toute une histoire, mais ça donnait un album assez étrange qui a plu à certains à 1955. Oui. Et puis j'ai souvent des idées en tête, et j'ai voulu ensuite faire une sorte de quelque chose d'instrumental, toujours ambiancé, hein, c'est souvent ça que je fais, en tentant d'autres trucs. Donc là, celui que je sors, Pop Fantôme, est fait avec des instruments, disons, classiques. Ah oui, d'accord. Ils ont véritablement des guitares et tout ça, des Fender, des Squier et tout ça. Et c'est un truc qui a un côté un peu étrange, un petit peu rétro-futuriste. Oui. Un petit peu une sorte de blues hanté ou quelque chose comme ça aussi. Et dans cet album-là, je joue de plusieurs instruments pour dégager ces ambiances étranges. Il y a C'est plusieurs toi qui joues de tous expérimentations. les instruments ou pas? Alors oui, à l'exception d'une composition qui s'appelle 1925, Ah, où d'accord. Christophe Thiel, donc, qui est éditeur, écrivain spécialiste de Lovecraft, est venu me prêter main forte D'accord. en jouant des percussions et de l'orgue. D'accord. Voilà. Ok. Mais sinon, sur cet album-là, je joue du stylophone, du synthé, de la basse, de la guitare, un petit peu une sorte de thérémine modernisée, voilà. Donc c'est un album avec qui dégage, je pense, quelque chose d'un peu planant, mélancolique et méditatif, voilà. Merci Bastien. Alors, hein, vous l'avez compris, Bastien, c'est un artiste assez complet. Je pense que on en a parlé un petit peu avant. Tu te lances aussi un peu dans le cinéma, ou du moins dans la vidéo. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On pourra en reparler, effectivement. Du coup, là, j'ai tourné un court-métrage avec l'actrice Lyd Rouet, et je tâche de le montrer, et j'en redirai plus prochainement, bien entendu. Tu vas le montrer au Festival de Cannes prochainement, non? C'est pas ça, non? On verra, il y aura peut-être quelques étapes avant. D'accord, très bien. Alors, merci Bastien. On rappelle l'album America 250, le tome 1, Né dans le sang, chez Point Nemo, avec Romuald Siora au scénario et Bastien au dessin. Le tome 2 prévu pour octobre 2026, et on attend ça avec impatience. Allez-y dessus, hein, c'est un très bon album, je le répète, mais on apprend énormément de choses, et il y a pas mal de surprises d'ailleurs. Merci Bastien, Merci à à toi, très bientôt. à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission pour découvrir d'autres univers et puis rencontrer d'autres personnes dans l'univers de la bande dessinée. Bye bye.